Il est courant de considérer que lorsqu'une entreprise dispose d'actifs corporels qu'elle peut proposer facilement en garantie, comme des immeubles, elle peut plus facilement s'endetter. Bien évidemment, la qualité des biens hypothéqués importe. Si leur valeur s'accroît, l'accès au crédit devrait en devenir encore plus facile. Ainsi, Sivjanovic publie une étude dans la Review of Financial Studies sur le lien entre la structure du capital et le prix de l'immobilier aux États-Unis. S'il est possible d'établir un lien entre une variation de la valeur des biens hypothécaires et la structure de financement utilisée par les firmes américaines, ce serait une évidence sur l'importance des garanties pour atténuer les effets des problèmes d'agence nés de l'asymétrie d'information entre bailleurs de fonds et entreprises. Cette étude exploite un cadre quasi expérimental, celui de la forte hausse qu'a connue le marché immobilier américain entre 1993 et 2006. La question qui est posée est la suivante. Cette augmentation de la valeur des actifs immobiliers détenus a-t-elle affecté la structure des capitaux utilisés par les firmes pour se financer? Les effets attendus vont au-delà d'une simple augmentation de la part des dettes dans le financement, mais ils touchent aussi les caractéristiques des dettes: coût, nature, maturité. Aussi, l'auteur retient ici 5 propositions à tester, englobant l'ensemble de ces dimensions. L'échantillon a été constitué à partir des firmes présentes dans la base Compustat, à l'exclusion des secteurs assurance, finance, construction, immobilier et mines, et des firmes ayant leur siège social hors des États-Unis. La sélection a été effectuée en 1993, car c'est la dernière année où la SEC exigeait la publication des amortissements cumulés des immobilisations. Au total, l'échantillon contient 2333 firmes dans 269 zones urbaines pour 26 524 observations. L'auteur se concentre sur les actifs immobiliers détenus en 1993, pour lesquels elle connaît les amortissements cumulés. En comparant ces montants aux valeurs brutes, elle en déduit un âge estimé. Elle corrige les valeurs brutes en fonction de l'évolution des indices de prix aux États-Unis et dispose alors d'une estimation de la valeur en 1993. Dans un second temps, elle calcule des valeurs corrigées pour chaque année suivante en fonction de l'évolution des prix de l'immobilier dans la zone concernée, celle du siège social. Il y a au moins 2 sources potentielles d'endogénéité dans ce genre d'études. Une forte corrélation entre la structure du capital et la valeur de l'immobilier pourrait en rien être liée avec un lien de causalité comme celui attendu, mais pourrait être la conséquence soit d'un choc économique local, soit de la nature des décisions d'acquisition de ces biens immobiliers. Supposons que l'économie locale connaisse un boom. Les entreprises en profitent pour investir et doivent s'endetter en conséquence. Par ailleurs, les salaires versés augmentent et la demande en biens immobiliers est plus soutenue. Les prix des immeubles augmentent en conséquence. Le lien n'a ici rien à voir avec la causalité envisagée. Une autre source de problème peut venir du fait que c'est le type même d'activité qui conduit les firmes à détenir ou non de l'immobilier. Si de plus, celles qui en détiennent sont du fait de leurs caractéristiques plus sensibles au choc économique, on obtient alors une forte corrélation qui n'a rien à voir avec l'hypothèse envisagée. L'idée générale est d'observer une variation des prix de l'immobilier au niveau national, puis d'en estimer l'impact
sur les prix de l'immobilier local. Pour ce faire, l'auteur utilise des estimations de l'élasticité au prix des terrains mesurées pour les principales zones urbaines américaines par 16 en 2010. Le choc simulé est alors purement exogène. Les prix locaux et les valeurs de l'immobilier de chaque firme impactée par le choc national sont estimés à partir de deux modèles de régression où les prix locaux observés et les valeurs indicées des biens ont été régressés sur les instruments. Un ensemble X de variables de contrôle, rentabilité, taille, ratio market-to-book, et des effets fixes par firme et par année. Les mesures des leviers utilisés sont des ratios comptables avec comme dénominateur le total des actifs. Les leviers sont régressés sur les deux variables instrumentales, des variables de contrôle et des effets fixes. Le centre d'intérêt ici est le coefficient β2, qui mesure l'association entre une modification exogène de la valeur de l'immobilier et le levier. Nous ne commentons ici qu'une toute petite partie des résultats exposés et laissons de côté en particulier tous les tests de robustesse. Les résultats fournis soutiennent dans leur ensemble les propositions 1 et 2. Le coefficient est positif, significatif au seuil de 1% quand le levier est régressé sur les instruments de choc. Lorsque la variable dépendante est le coût, le coefficient est négatif et significatif, suggérant une diminution de 50 points de base pour une variation d'un écart type de la valeur de la garantie. Les autres résultats sont aussi favorables aux propositions 3, 4 et 5. De meilleures garanties affectent la structure du financement. Plus d'appétit pour les dettes sécurisées. Pour les dettes à long terme, moins besoin de discipline des crédits à court terme. Et probabilité plus élevée de voir imposer à l'entreprise moins de covenants. Tout ceci va dans le sens d'un moindre poids des conséquences négatives de l'asymétrie d'information sur le marché des dettes. En conclusion, cette étude met en évidence une augmentation significative de l'endettement suite à une hausse de la valeur des actifs hypothécaires. Elle montre que l'endettement peut être obtenu dans de meilleures conditions de coût et à des maturités plus longues. Elle met en exergue l'accroissement des prêts bancaires, hypothécaires et obligataires, au détriment des obligations convertibles. Elle suggère que quand les valeurs des garanties augmentent, les problèmes d'agence diminuent et les entreprises peuvent accéder à une structure de financement plus voisine de son optimum. Ceci est particulièrement vrai pour les entreprises les plus exposées à des formes de rationnement.